Oh, vous êtes là, comme d'habitude. Le 30 décembre 2015, le vidéaste Antoine Daniel sortait le 37e épisode de What the Cut, émission humoristique qu'il a créée en mars 2012 et dans laquelle il examine des vidéos drôles, insolites ou parfois seulement étranges. L'introduction scénarisée de ce nouvel épisode nous narre le plan machiavélique du général von Perschmann qui, déçu du faible nombre de vues qu'il a sous ses vidéos en ligne, décide de désactiver la machine internet pour nous condamner, vous et moi, à ne plus regarder que ses propres vidéos. Attends, je comprends pas, puisqu'il désactive internet, comment les gens peuvent voir ses vidéos? Bref, pour combattre le général von Perschmann, Antoine Daniel décide de former une équipe pour l'aider dans son périple et s'entoure alors du nonchalant Dave, de l'étrange Alice et du personnage qui nous intéresse ici, Jostoph. Ah, Jostoph, quel drôle de prénom! Dans son épisode, Antoine Daniel le justifie d'ailleurs par l'indécision des parents du personnage qui ne savaient pas quoi choisir entre les prénoms Joël et Christophe. Et on peut les comprendre, le choix est cornélien. Ça me rappelle une fille en cours de droit des Klingons, Sophélie. Elle était bizarre. Mais bon, Sophélie, c'est pas terrible, alors que Jostoph, c'est court, ça claque, c'est original, une belle trouvaille des parents. Après tout, n'est pas si facile de trouver un prénom, le choix est infini. À moins que... En fait, l'article 57 du Code civil dispose bien qu'on peut donner n'importe quel prénom à son enfant. Ce sont bien sûr les parents, mais pas seulement. Dans certaines situations, c'est en effet un officier d'état civil, c'est-à-dire une personne chargée de porter sur le registre d'état civil ce qui est prévu dans la loi, qui va choisir le prénom. C'est notamment le cas lorsque les parents n'ont pas choisi de prénom, ça arrive, lorsque la femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement n'a pas non plus choisi de prénom, lorsque l'enfant n'a pas de parents désignés, ou même carrément lorsque l'enfant est trouvé. D'ailleurs, dans ces derniers cas, l'un des prénoms choisis par l'officier d'état civil servira également de nom de famille. Bref, le choix apparaît donc libre, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ainsi, une loi du 11 germinal en 11 obligeait dans son article 1er les parents à choisir un prénom seulement dans divers calendriers ou parmi des personnages de l'histoire antique. Jules et Alexandre, soyez les bienvenus. Répondant à la pratique, qui admettait néanmoins des prénoms ne figurant pas dans les sources indiquées par la loi, une instruction ministérielle du 12 avril 1966 est venue élargir le répertoire des prénoms recevables à des prénoms tirés de la mythologie, aux prénoms régionaux et même à certains diminutifs. Mais il aura fallu attendre le 8 janvier 1993 pour que la loi cesse d'être directrice, laissant libre cours au désir des parents quant au prénom de leur enfant. Une vraie carte blanche donc, enfin presque. Le truc, c'est que le choix du prénom est particulièrement important parce qu'il fait partie intégrante de notre identité. Et s'il revêt désormais un caractère affectif et intime qui le font entrer dans la sphère privée, il a aussi une dimension sociale qui fait qu'on imagine facilement les dérives qui pourraient avoir lieu si on ne limitait pas un peu le choix du prénom. Par exemple, aux États-Unis, où le choix du prénom est souvent libre, une famille de la petite ville de Holland dans le Michigan avait décidé de nommer deux de ses enfants respectivement Adolf Hitler Campbell et Ariane Nation Campbell. Formidable. Well, you know what? The world needs to see who I am. I'm not a bad person. It's not what's on the outside of you, it's what's on the inside. Alors, le droit français limite. D'abord, la forme même du prénom est limitée. L'alphabet utilisé doit être l'alphabet français, à l'exception ainsi des caractères alphabétiques étrangers. Un beau Sakura en hiragana n'est donc pas possible. D'ailleurs, les parents doivent aussi préciser s'ils veulent mettre un trait d'union ou un simple espace dans un prénom composé. Et ensuite, et surtout, le fond du prénom est lui-même limité. En effet, l'article 57 du Code civil dispose qu'on peut choisir librement son prénom, mais il souligne également qu'on ne peut le faire qu'à condition qu'il ne porte pas préjudice ni aux droits des tiers, c'est-à-dire vous et moi, ni à l'enfant lui-même. Et pour éviter ces préjudices, il faut donc que quelqu'un contrôle le choix du prénom. Ce contrôle du prénom est confié à l'officier d'état civil qui reçoit la déclaration de naissance de l'enfant lorsque, précisément, le prénom paraît contraire aux droits des tiers ou à l'intérêt de l'enfant. Dans le cas où le prénom n'est pas Jojo et risque ainsi de causer un préjudice, l'officier doit quand même inscrire dans un premier temps le prénom choisi sur les registres de l'état civil et il avise seulement dans un second temps et sans délai le procureur de la République du coin. Le procureur de la République, c'est un magistrat un peu particulier, on y reviendra dans de futures émissions, qui peut, s'il est du même avis que l'officier d'état civil, saisir le juge aux affaires familiales, qui lui pourra trancher si le prénom porte véritablement ou non préjudice. Ainsi, le choix du prénom est bien contrôlé, et ce dans deux cas. Le premier cas, qui est finalement le plus simple, est celui du prénom qui porterait préjudice aux droits des tiers, c'est-à-dire à vos droits ou aux miens. C'est notamment le cas lorsque les parents choisissent comme prénom le nom de famille de quelqu'un d'autre dont l'usage constituerait alors une usurpation. Sarkozy Tutor,
tu n'existeras jamais. D'ailleurs, de la même façon, on ne peut pas choisir comme prénom le nom du parent qui n'aurait pas été transmis. Dave Tutor, tu n'existeras donc jamais, toi non plus. Le second cas, beaucoup plus complexe, est celui du prénom qui porterait préjudice à l'enfant lui-même, à ce que l'on appelle l'intérêt de l'enfant. En effet, un prénom peut avoir de lourdes répercussions sur la vie future du nouveau-né lorsqu'il attise la moquerie ou qu'il est perçu de manière péjorative. Et c'est pour cela que l'article 57 permet, lorsque c'est nécessaire, de pouvoir supprimer le prénom pour préserver cet intérêt de l'enfant. Sauf que malheureusement, comme vous pouvez le voir à la durée de la vidéo, ce n'est pas aussi simple, et la notion d'intérêt de l'enfant, aussi insaisissable qu'auréolée de prestige, est sans doute l'un des concepts juridiques les plus retors à aborder. Originellement, l'intérêt de l'enfant était laissé à la discrétion du milieu familial, alors incarné par la puissance paternelle. Avec le 19e siècle, se sont enchaînées de nombreuses grandes lois sociales, par exemple en limitant le travail des enfants, qui ont progressivement amené l'enfant à être un véritable sujet de droit. C'est dans ce cadre de reconnaissance de l'enfant que le 20e siècle a vu apparaître d'importants instruments juridiques internationaux, tels que la Déclaration de Genève de 1924, la Déclaration des droits de l'enfant, et enfin et surtout la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989. Les enfants avaient des devoirs. Depuis l'adoption de cette convention, l'enfant est devenu une personne avec des droits. Celui d'être nourri, éduqué, protégé, informé, mais aussi celui de penser et bien sûr de jouer. Un texte qui leur donne le droit de vivre l'enfance. C'est d'ailleurs à l'article 3 de cette même convention qu'apparaît pour la première fois la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Cet article donne ainsi priorité à l'enfant dans toute décision le concernant, mais sans pour autant définir la notion. Malgré ça, les États qui ont ratifié cette convention, comme la France, ont pour obligation de prendre en considération cet intérêt supérieur de l'enfant dans toute prise de décision officielle concernant l'enfant. Je vous explique. En France, si l'enfant est d'abord considéré comme devant honneur et respect à ses pères et mères, le droit français reconnaît désormais directement la notion d'intérêt de l'enfant dans ses textes. Ainsi, l'article 371-1 du Code civil souligne par exemple que l'autorité parentale a pour finalité même l'intérêt de l'enfant. De la même façon, la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l'enfance introduit carrément la notion dans le Code de l'action sociale et des familles. Et oui, un Code de l'action sociale et des familles. Il y a vraiment des codes pour tout. Mais même si la notion d'intérêt de l'enfant apparaît de plus en plus dans nos textes, on ne lui donne toujours pas plus de définition. Et cela donne des articles un peu étranges, comme cet article 112-4 du Code de l'action sociale, qui souligne que l'intérêt de l'enfant doit, entre autres, guider toute décision concernant l'enfant. On n'est pas plus avancé. Et cette absence de définition est d'autant plus étrange que l'intérêt supérieur de l'enfant prime sur toute autre considération. Pour Jean Carbonnier, véritable auteur de référence en droit français, l'intérêt de l'enfant devient alors une notion magique, fuyante et propre à favoriser l'arbitraire judiciaire. Rien que ça. De nombreux avocats formulent également leur réticence face à cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant, considérée comme d'autant plus vicieuse qu'elle s'auto-justifie presque naturellement par le souci généreux et louable de faire le bien de l'enfant alors qu'on ne sait pas exactement ce qu'il recouvre. En décembre 2014, à l'occasion du 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant, s'est tenue à Bruxelles une conférence internationale portant sur l'intérêt supérieur de l'enfant. L'objectif de cette réunion était de faire le bilan de la compréhension et de l'application de l'intérêt supérieur de l'enfant, autant dans un contexte international que dans les différents contextes nationaux. Et devinez quoi? Le résultat est vraiment pas terrible, puisque les rapports issus de la conférence mettent en avant des états de tension, des sources contradictoires, ou encore un usage de plus en plus important, voire abusif, de la notion d'intérêt de l'enfant. Le problème, finalement, c'est que la notion d'intérêt de l'enfant ouvre la porte à toutes les interprétations. Et comme le souligne le professeur Gobert, c'est finalement davantage la personnalité du juge qui connaîtra le dossier qui va s'exprimer dans la décision rendue. Et cette personnalité du juge est en soi une composante arbitraire. Est-il vraiment acceptable que la justice soit rendue, non pas en fonction d'une règle de droit suffisamment définie pour être applicable à tous, mais en fonction de la personnalité du juge qui connaîtra le dossier? C'est vrai que c'est une bonne question. C'était pas une vraie question. On voit bien ici que l'intérêt de l'enfant a changé de statut.
Autrefois évoqué presque à défaut pour justifier une décision difficile à arrêter, il est devenu au fil des années un argument principal de la loi. Pourtant, c'est finalement moins un concept juridique qu'un principe général à connotation psychologique, dont la personnalité de celui qui l'appréciera est le plus souvent déterminante. Dans l'autre cas du prénom, on peut alors se demander légitimement où placer le curseur entre des prénoms originaux, comme les recense l'ONG de la Ligue des officiers d'état civil, qui eux ne seraient pas contraires à l'intérêt de l'enfant, et des prénoms importables, qui eux y seraient contraires. Et sans surprise, comme le souligne Stéphanie Rapoport, la détermination du degré d'originalité du prénom et le préjudice qui peut en découler est complètement subjective. Ah, la légendaire précision du droit. Ainsi, Mickey a été accepté comme prénom puisque, selon le juge, il ne se référait pas à un personnage déconsidéré et était d'usage courant dans les pays anglo-saxons. Zébulon a été également accepté, la série télévisée Le Manège Enchanté n'étant déjà plus d'actualité et le personnage en cause n'étant ni antipathique ni vulgaire. Mais par la magie de l'intérêt de l'enfant, le prénom Ravi, lui, a été considéré comme trop fantaisiste pour être retenu, Titeuf a été jugé dégradant du fait qu'il se rapportait à un garnement pas très malin, naïf et tourné sans cesse en dérision, MJ en référence à Michael Jackson n'a pas été pris non plus, et Joyeux et Pas Triste, attribués au même enfant, ont été supprimés parce que fantaisistes, voire ridicules. L'objectif ici est bien sûr d'anticiper ou de prévenir d'éventuelles difficultés d'ordre relationnel, scolaire ou administratif pour la vie future du nouveau-né, mais il est également difficile de percevoir une véritable logique dans les décisions rendues par les tribunaux. Comme le soulignent les auteurs du livre La loi et le genre, tout semble tenir dans l'opinion la conviction intime qu'un juge se fait de l'intérêt de l'enfant. Après tout, Zébulon vaut-il vraiment mieux que Ravi ? Mowgli, Tarzan ou Tokali qui ont été retenus valent-ils vraiment mieux que Nutella, Al Pacino, Prince William, Babor et Tribord pour des jumeaux qui eux n'ont pas été retenus? Vraiment? Et il y a encore plus discutable que tout ça. Début janvier 2015, le tribunal de Valenciennes a délibéré que le prénom Fraise ne pouvait pas être retenu, en ce qu'il serait nécessairement à l'origine de moqueries, notamment dû à l'expression « ramène ta fraise », qui, comme chacun le sait, est encore beaucoup utilisée, ce qui ne peut qu'avoir des répercussions néfastes sur l'enfant. D'accord. Mais pourquoi refuser fraise alors qu'on accepte pomme, qui se retrouve d'ailleurs dans l'expression « tomber dans les pommes » ? Pourquoi accepte-t-on également dans ce cas clémentine, prune ou mirabelle ? La décision est d'autant plus discutable qu'il y a fort à parier que si les parents étaient allés déclarer Fraise dans une autre mairie avec un autre officier d'état civil, cela aurait pu passer. Après tout, le prénom Cerise, aujourd'hui porté par plusieurs centaines de personnes en France, avait lui aussi été refusé pendant de nombreuses années. Bref, vous comprenez bien que le préjudice potentiel lié à un prénom, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, est donc assez flou et dépendra en grande partie de la personnalité du juge. Une fois que le juge a retenu que le prénom pouvait porter préjudice à l'intérêt de l'enfant, les parents doivent alors formuler un nouveau choix, ou à défaut, c'est le juge lui-même qui attribuera un autre prénom. Ainsi, en 2012, les parents de Titeuf l'avaient finalement appelé par le deuxième prénom qu'ils avaient initialement choisi, Nutella est devenue Ella, et Fraise s'appelle désormais Fraisine, ce qui est quand même nettement mieux et qui retiendra probablement beaucoup moins l'attention. Il est à noter néanmoins que même si le prénom a été admis en justice, l'article 60 du Code civil permet à toute personne ayant un intérêt légitime, comme un usage ou une intégration dans une communauté nationale ou religieuse, de demander à changer de prénom auprès du juge aux affaires familiales. Une sorte de seconde chance. En gros, une fois qu'on a fait le tour de tout ça, où est-ce qu'on est ? L'article 57 du Code civil dispose donc qu'on peut choisir le prénom de son enfant librement, que ce soit un prénom classique ou un prénom original, en inventant un nouveau ou en mélangeant deux déjà existants, tant que les règles d'orthographe sont respectées et tant qu'on ne porte préjudice ni aux droits des tiers ni à l'intérêt de l'enfant. Alors, Jostof est-il un prénom que l'on pourrait juger contraire à l'intérêt de l'enfant ? Difficile de répondre. Dans l'épisode 37, Antoine Daniel présente le personnage comme un adepte d'Eddie Malou, comme quelqu'un d'intéressé par l'argent et qui, comble de tout, porte un Marcel blanc. Le personnage est absurde, souvent tourné en dérision, et il ne serait pas étonnant de voir un juge se fonder sur cette argumentation pour décider de supprimer le prénom. À ceci près qu'aujourd'hui, seules les personnes qui ont regardé l'épisode de What the Cut connaissent le personnage, et si cela représente tout de même presque 5 millions de vues, on peut se demander si le prénom Jostof véhicule véritablement aux yeux de tous et dans la durée tous les descriptifs que l'on peut attacher au personnage. Et ça, c'est beaucoup moins sûr. Dès lors, c'est parce que la reconnaissance actuelle de Jostof est finalement limitée dans le nombre de vues et dans la durée que vous pouvez toujours donner ce prénom à l'un de vos enfants.
La conséquence de cela, c'est que plus vous partagerez l'épisode de What the Cut, plus le personnage de Jostov sera connu et rentrera dans l'imaginaire commun, moins vous aurez la possibilité de donner ce prénom à l'un de vos enfants. Ce qui serait sûrement dommage. A défaut, vous pourrez toujours nommer votre enfant Lex, qui lui est un prénom parfaitement accepté. Alors, ne vous inquiétez pas, et à bientôt pour décoder vos droits, tant que vous en avez. C'est marrant, vous savez pas quoi